Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Votre émission, le jury du dimanche, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Abdou Karim Sall. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour Mamoudou. Vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable, ancien directeur général de l'ARTP, coordonnateur des cadres républicains du département de Pikine. Ça, c'est votre casquette politique, et coordonnateur aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbao. De nombreuses réactions à l'annonce de cette émission, ce qui laisse supposer que les Sénégalais ont une préoccupation environnementale. En tant que ministre de tutelle, est-ce que vous avez un message particulier à délivrer? Merci Mamoudou. Je voudrais d'abord vous remercier, mais également saluer les auditeurs de e-radio et les téléspectateurs de ITV. Vous remercier pour cette invitation qui va nous permettre d'échanger de long à large, entre autres questions, sur les questions qui relèvent de mon département ministériel, notamment les questions liées à l'environnement et au développement durable. Je profite également de mon premier passage ici pour vous féliciter, vous et votre équipe, pour l'excellent travail que vous êtes en train d'abattre. Merci beaucoup. Jamais auparavant, la question environnementale n'a été aussi préoccupante, je le disais tout à l'heure. Les Sénégalais découvrent de plus en plus, à temps ou tardivement, c'est une question, le phénomène du changement climatique et de la pollution atmosphérique. L'environnement et le développement durable sont devenus de grands sujets mondiaux. Émerger, se développer, oui, mais pas à n'importe quel prix, sinon en respectant l'environnement. C'est parce qu'inversement, les agressions contre notre planète constituent une sérieuse menace pour toute vie sur Terre. Les êtres humains, la faune, la flore, personne ni rien n'est épargné. La menace de disparition de toute espèce vivante est donc à prendre au sérieux. La communauté internationale est ainsi obligée de réagir avec des initiatives fortes comme l'accord de Paris conclu lors de la COP 21 en décembre 2015 qui vise principalement à lutter contre le changement climatique. Le combat est loin d'être gagné. Quels sont les enjeux de la question environnementale pour un pays comme le Sénégal? Où en est-on? Nous invitons donc dans ce jury du dimanche le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, Abdou Karim Sall. Quelle est la vision qui sous-tend la politique environnementale du Sénégal? Merci beaucoup Mamoudou. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, faire une observation et souligner que notre loi fondamentale, la Constitution, à son article 25 alinéa 2, garantit à chaque citoyen le droit à un environnement sain. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre référentiel de politique publique, le PSE, a pris en charge totalement cette question. Parce que l'ambition de son Excellence, le Président de la République, c'est une ambition l'ambition de son Excellence, le Président de la République sur cette question, qui a été bien sûr mise en exergue dans son programme, dans le programme, c'est-à-dire la 4e initiative parmi les 5 concerne le PSE vert. Le 2e programme parmi les 3 programmes concerne le programme Zéro déchet, et cela illustre parfaitement la volonté du chef de l'État de placer au cœur de son mandat les questions liées à l'environnement. Parlant du PSE vert, je signale que le président est revenu largement sur cette question le 31 décembre 2018 lorsqu'il s'adressait à la nation. Le président de la République est revenu sur la question également le 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance. Il est revenu également sur cette question le jour de la cérémonie de l'investiture. Tout ça veut dire que son Excellence le Président de la République accorde une importance capitale au reverdissement de notre pays, à la protection de son environnement. Pour la mise en place du PSE, je pense que comme action qui a été posée,
il y a de cela quelques jours, c'est la création de la nouvelle agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui a une ambition nationale, qui va permettre à nos villes, nos campagnes, de changer de visage. Cela va correspondre à quoi concrètement? Au-delà de la vision, au-delà des professions de foi. Concrètement, c'est 10 000 emplois jeunes par an. Ça fait 50 000 emplois pour les 5 ans. Ça correspond également au reboisement intégral dans les campagnes, dans les villes, dans les forêts. Il faut pour nous de l'afforestation et de la reforestation d'envergure. 40 000 hectares perdus par an. 40 Vous confirmez ce chiffre? 40 000 hectares perdus par an, oui. Contre à peu près 20 000 hectares de reboisés. Il y a un gap. C'est la raison pour laquelle il y a urgence à travailler en rapport avec les populations, parce que la question de reboisement n'est pas une question intrinsèque qu'il faut traiter avec les gouvernants. C'est une question qui doit être prise en charge par les populations. On peut donner des exemples. L'exemple de l'Éthiopie est là. L'exemple de l'Inde est là, où il y a eu des plantations d'arbres sur un total de 353 millions d'arbres plantés en 12 heures. Cela demande une mobilisation générale. Cela demande une mobilisation générale. Et d'ailleurs, son Excellence le Président de la République, je ne sais pas si je pense que vous l'avez suivi, il y a de cela 2 semaines, il a reçu l'ensemble des élus pour les sensibiliser davantage sur l'importance de ces programmes et l'importance de cette initiative que constitue le PSE. La pédagogie par l'exemple. Il faut aussi que les leaders, les dirigeants se mettent au premier plan. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Les leaders et les dirigeants doivent se mettre au premier plan. Et quelqu'un sur Facebook a fait une remarque disant, mais quand monsieur le ministre est descendu sur le terrain, il a, au lieu de mettre la main à la pâte, on l'a vu... voilà. Mamoudou, je pense que... Se tenir debout sur une natte, alors comment il peut mobiliser les jeunes dans de telles circonstances? Je pense qu'il y a eu d'autres images. Oui. C'est l'image de la veille, c'est-à-dire le jour de la journée de l'arbre que nous avons, où nous avons mobilisé des populations, où j'étais parti avec les autorités pour planter de manière symbolique l'arbre. C'est le lendemain, quand je suis revenu. Bon, je pense qu'aussi l'image qui a été projetée, qui a fait le buzz, oui, a permis quand même de rendre compte que le ministre de l'Environnement que je suis est attaché et en train de donner l'exemple quand il faut retenir l'information essentielle, c'est la plantation de l'arbre et non l'accessoire. Ouais. Ce qui était important pour nous, et d'ailleurs ils nous ont aidés à diffuser cette information, même si de manière involontaire, ce n'était pas l'objectif visé. Et je pense que ça a été un fort moment de communication et qui a permis à tout le monde de comprendre qu'il fallait descendre et qu'il fallait planter des arbres. Ce qui s'est passé, Mamoudou, je vais peut-être revenir sur ça pour clôturer définitivement la discussion sur cette question-là. Le lendemain de la journée de l'arbre, je devais participer à une cérémonie à une cérémonie que son Excellence le Président de la République devait présider. Mais j'avais pris sur moi l'engagement, en rapport avec mes collaborateurs, de donner l'exemple au retour, le lendemain de la journée de l'arbre. C'était de planter de manière symbolique 2 arbres à l'intérieur du site, c'est-à-dire à l'intérieur du ministère. Vous savez, parfois, les collaborateurs voyant la tenue, parce que je devais planter, repartir pour une cérémonie, voyant la tenue que je portais de manière naturelle, ils ont glissé. Mais qui me connaît, qui connaît Abdou Karim Sall, paysan que je suis, je pense que je n'ai pas peur d'être en contact avec la terre, je n'ai pas peur d'être en contact avec le sol. Alors, le PSE vert, vous dites 10 000 emplois qui concernent surtout les jeunes par an. Mais bon, faisons le décompte. 2019, c'est déjà fini. 2019, c'est déjà fini. Je pense que nous sommes en train de travailler dans une
politique de repositionnement de ces chiffres. Mais ce qui est important pour nous, c'est la volonté affichée par son Excellence le Président de la République pour dire que le mandat, les 5 ans à venir, je vais me faire un focus en rapport avec les associations, en rapport avec les élus, en rapport avec les populations, pour transformer le visage du Sénégal, pour faire le Sénégal un pays vert. Un pays vert, mais également, vous avez entendu son Excellence le Président de la République dire, son ambition c'était de léguer à la prochaine génération le patrimoine forestier digne d'un État émergent. Alors, vous parliez tout à l'heure de vos origines paysannes, vous êtes du Fouta, des questions qui viennent du Fouta justement, disant que la forêt a presque disparu. On ne parle même pas de déforestation, excusez-moi, mais de désertification. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a des mesures concrètes, fortes, qui sont prévues dans ce cadre? Mamoudou, comme vous l'avez si bien dit, je suis né au Fouta, à Orkadiéré précisément, où j'ai grandi, où j'ai fait l'école primaire. Je suis venu à Dakar pour continuer mes études. Je connais très bien le Fouta. D'ailleurs, je vais en venir sur les questions de déforestation qui ne sont pas seulement des questions liées aux régions sud, mais la dernière fois que j'ai fait une visite dans la région de Matam, dans la région de Louga, je pense qu'il faut ajouter la région de Louga, j'ai rencontré et j'ai constaté une situation très déplorable. C'est le phénomène qu'on observe aujourd'hui dans les régions sud est en train de se déplacer vers les régions de Matam et environ. Vous savez, le nord. Le nord. Vous savez, le département de Ranérou, c'est presque à 78 à 70% de forêt classée. Si vous empruntez la route Linguère-Ourossogui, vous vous rendrez compte sur les bas-côtés qu'il y a des tas de bois coupés et qui viennent de ces forêts-là. Nous avons pris immédiatement, automatiquement, en rapport avec les autorités qui sont sur place, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets, pour dire désormais qu'il est formellement interdit de transporter du bois venant de la région de Matam ou circuler à l'intérieur de la région de Matam. Nous sommes en train de prendre des actions énergiques, bien sûr, sur la bénédiction de son Excellence le Président de la République qui nous soutient, parce que la lutte contre la coupe abusive de bois, contre le trafic illicite de bois est au cœur de notre préoccupation. En plus d'arrêter la coupe de bois, il y a aussi qu'il faut reboiser. Bien sûr, Mamoudou, j'ai dit tout à l'heure que des actions de reboisement d'envergure sont attendues. Je pense que il y a de cela 2 semaines, nous avons abrité au Sénégal, bien sûr, la table ronde sur le défi de Bonn. Le défi de Bonn, c'est une initiative de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature du gouvernement allemand, qui en 2011 avait voulu faire en sorte qu'il fasse la promotion de la protection ou de la régénération des forêts déboisées et dégradées, des terres dégradées. Cette initiative vise un objectif de 150 millions d'hectares reboisés horizon 2020. Cet objectif a été revu lors du sommet climat de New York en 2014 avec la déclaration de New York qui porte cet objectif à 350 millions d'hectares reboisés horizon 2030. La contribution déterminée du Sénégal, je vais peut-être en revenir sur le reboisement, avait prévu 2 500 000 hectares de reboisés. Mais à travers cette table ronde, qui était bien sûr organisée par l'UCN, la CEDEAO, nous nous sommes rendus compte que parmi les pays de la CEDEAO, 10 avaient pris des engagements à hauteur de 26,1 millions d'hectares à reboiser horizon 2030 et le Sénégal s'engage à reboiser 2 millions d'hectares horizon 2030 en raison bien entendu 200 000 hectares
de reboiser. Et je pense que c'est-à-dire multiplié par 10 le chiffre actuel, parce que c'est réalisable. Je pense que j'ai l'habitude de le dire, Mamoudou, chez nous, il faut parfois comprendre que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire dans la mesure où, je disais tantôt que les pays comme l'Inde, les pays comme l'Éthiopie, l'Inde a reboisé 66 millions d'arbres en 12 heures. L'Éthiopie a battu le record, ça c'était en 2017. L'Éthiopie a battu le record en 2019, précisément en juillet dernier, en plantant 353 millions d'arbres en 12 heures. Si on ramène les ratios à la population sénégalaise, je pense que nous sommes en mesure, bien sûr, dans les mêmes proportions, de reboiser jusqu'à 44 000, 45 millions d'arbres au vu de la population que nous avons, parce que l'Éthiopie, c'est quand même 99 millions d'habitants. Oui. Nous, le nombre d'habitants que nous avons, si on répercute ces ratios, je pense que nous pouvons arriver à reboiser avec une action d'envergure, presque près de 50 à 45 millions d'arbres. Très bien. Donnez-nous les plans et on reboise. À côté de l'environnement, il y a le développement durable, d'où la dénomination du portefeuille ministériel dont vous êtes en charge. Le rapport Brundtland, non communément appelé, donné à une publication Notre avenir à tous, rédigé en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Ce rapport définit le développement durable comme suit, j'ouvre les guillemets, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Fin de citation. Pour le cas du Sénégal, à quoi correspond cette politique de développement durable? Je vais, moi, définir le développement durable suivant trois aspects. C'est trois dimensions. Le développement durable, c'est la dimension économique, c'est la dimension sociale et c'est la dimension environnementale. Et maintenant, quand on arrive à concilier le développement économique et social à la préservation de l'environnement, nous sommes dans le développement durable. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'ensemble des projets initiés par son Excellence, le Président de la République, notamment le BRT, je pense qu'on va revenir là-dessus, qui est un projet écologique, qui est un projet de transport de masse sur le plan social, en termes de création d'emplois, en termes de mobilité, qui est aussi un projet économique. Ce sont ces projets. Prenons par exemple notre projet, c'est le projet concernant la mise en place, le mix énergétique, avec la création d'autant de centrales. Et d'ailleurs, le Président de la République est aujourd'hui le champion dans la sous-région en termes de, comment dirais-je, de mise en place de ces mix énergétiques au niveau de notre pays. Autrement dit, pour le commun des mortels, je veux créer une nouvelle ville, je ne détruis pas l'environnement. Je veux construire un TER, je ne détruis pas l'environnement. Construire une infrastructure routière, la même chose. Est-ce que, sincèrement, au Sénégal, c'est une préoccupation fondamentale des autorités? C'est une préoccupation fondamentale pour plusieurs raisons. Je peux vous donner autant d'exemples. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, il faut comprendre qu'on ne peut pas casser, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais ce qu'il faut faire, quand on casse des œufs, il faut en trouver d'autres pour éviter qu'on soit en rupture. Ce qui se fait, je vais vous donner l'exemple par exemple du TER qui est passé à l'intérieur en plein forêt classée de Mbao, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des plans, ce qu'on appelle des plans d'aménagement de la forêt classée de Mbao qui accompagnent ce projet. Quand aussi on a des besoins, notamment pour des besoins économiques. Aujourd'hui, je prends des besoins sociaux. Je prends l'exemple de Dakar, qui est aujourd'hui une capitale qui est en pleine expansion. Dakar est en train d'agrandir. Il y a des zones qui étaient classées. L'État ne peut pas
ne pas déclasser pour donner assez d'espace. Parce que la population sénégalaise multiplie par 2 tous les 20 ans. C'est la raison pour laquelle il y avait des endroits, je donne juste un exemple, où d'ailleurs il y a des villes qui aujourd'hui n'ont plus de possibilité d'extension. Si ces villes étaient, comment dirais-je, à côté ou adossées à des forêts classées, il faut faire ce qu'on appelle le déclassement, mais aussi trouver une compensation ailleurs. Il faut toujours, quand on déclasse, la logique veut qu'on trouve une compensation ailleurs en replantant la même quantité ou plus pour garder ces équilibres. Oui, mais il y a à côté la pollution industrielle aussi, qui est liée au développement, parce qu'il faut des industries, mais la pollution industrielle est réelle aujourd'hui dans notre pays, plus particulièrement dans sa capitale Dakar. Y a-t-il un adressage des industries jugées polluantes? Oui, vous savez, quand on parle de pollution, on parle de 2 aspects ou 3 aspects. La pollution, c'est d'abord la poussière. La pollution, c'est d'abord la pollution industrielle. La pollution, c'est la pollution automobile. Le BRT est un levier important pour la lutte contre la pollution automobile. L'autre pollution, c'est la poussière. Il faut planter des arbres pour fixer les sols, pour éviter qu'il y ait assez de soulèvement de poussière qui peuvent impacter bien entendu l'environnement. Maintenant, l'autre aspect, c'est la pollution industrielle. Vous savez, quand une industrie s'installe, ce qu'on appelle établissement classé niveau 1, il y a d'abord l'étude d'impact environnemental et social qui est faite en amont. Quelle étude permet de voir les contours ou les implications ou les conséquences de l'implantation de cette usine dans l'environnement, mais à côté des populations qui sont concernées. C'est la raison pour laquelle, parlant de la pollution industrielle, je pense que nous sommes en train, bien sûr, depuis un certain temps, de travailler allant dans le sens de faire des visites dans des endroits tels que les Senchim. On a fait une visite à Senchim, on a fait une visite avez annoncé un délai de 45 jours. On a fait une visite à Khondio, on a fait une visite au Ciment du Sahel. Tout ça rentre dans le cadre de nos activités allant dans le sens de vérifier parfois la conformité des indications qui ont été données lorsqu'on faisait ce qu'on appelle ces études d'impact environnemental et social. Qu'avez-vous dit à ces industries? Je vais d'abord revenir sur un élément important. Mamoudou, notre pays est le seul pays ouest-africain à être doté d'un centre de qualité de l'air. Le centre de qualité de l'air nous permet d'avoir l'indice de qualité de l'air tous les jours. Tous les jours, nous sommes capables de mesurer dans la région, dans Dakar, quel est le niveau de pollution. Nous avons à peu près 6 stations fixes et une station mobile. Une station à Cambérène, une station à la Médina, une station à Bel Air, une station aux HLM, une station à Yoff, une station à Guédiawaye. Nous avons des retours d'informations systématiques sur la qualité de l'air et ça, nous allons continuer. Oui, mais on sait qu'on a régulièrement des alertes que le pic de pollution est assez élevé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je pense qu'hier et aujourd'hui, je pense que les choses vont s'améliorer dans les jours à venir. Nous avons quand même eu un niveau d'alerte sur la pollution. Mais au fait, c'est des phénomènes qui arrivent et qui disparaissent. Il y a des leviers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le premier levier, j'en ai parlé, c'est le reboisement pour fixer les terres, pour éviter que les poussières se soulèvent. Le deuxième levier, c'est la pollution automobile. Le BRT est un exemple qui va, avec ce transport de masse, ça va éviter les embouteillages, ça va permettre aux personnes qui veulent se déplacer à l'intérieur de la capitale, de la banlieue vers l'intérieur, de l'intérieur vers la banlieue, pour pouvoir se déplacer et pour parfois même garer leur véhicule et aller et revenir. Très bien. Pour la pollution industrielle maintenant, qu'est-ce que vous avez dit à ces industries qui polluent? Je pense que nous avons des visites régulières
Ça s'est fait par la direction l'environnement et des établissements classés qui font des audits à chaque fois que de besoin. Et ils vont de manière inopinée faire des audits. Je pense que la question sur Shenshim est une question qui intéresse quand même les populations. Oui, un délai de 45 jours depuis le mois de juillet pour délocaliser son émissaire après une visite à Khondio suite aux complaintes des populations. Il y a Khondio, il y a Shenshim. Oui. Je vais d'abord parler de Shenshim. Oui. Nous avons fait une première visite à Shenshim. Et je pense que c'est juste au mois de mai. Avril-mai, moi j'ai pris fonction vers la fin du mois d'avril, en début avril bien sûr. Et au mois de mai, ma première sortie a été consacrée à l'usine de Shenshim. L'usine de Shenshim a été fermée depuis presque 10 ans. Malheureusement, au sein de cette usine, il était entreposé des produits que nous soupçonnons étant des produits dangereux, des produits toxiques. C'est avéré. Pour aller très vite. On va y arriver. Je vais y aller pour dire que le temps qui nous je dois rassurer les populations qui ont signalé, et bien sûr, des nuisances olfactives qui sont constatées par les populations environnantes. Quand nous sommes allés, nous avons constaté qu'il y avait au total 500 tonnes de déchets qui étaient entreposés dans des conditions qui ne militaient pas à une sécurité. Nous avons demandé aux responsables de l'usine 3 actions. La première, c'est le confinement. Et la deuxième, c'était de faire en sorte qu'on sécurise les fûts, le reconditionnement, parce que les fûts présentaient des signes de faiblesse. Le reconditionnement a été fait, le confinement a été fait. Il reste la dernière action qui consiste à incinérer ces produits dans des fours à très haute température. Nous avons engagé une discussion avec les cimentiers qui disposent de ces installations. Les cimentiers nous ont donné leur accord et c'est le lieu aussi de les remercier, de les féliciter. Pour aller vite, Mamoudou, nous sommes à la dernière ligne droite. Aujourd'hui, Sococim, après avoir demandé des tests sur des prélèvements, a demandé à ce que le premier reconditionnement soit refait sur des bonbonnes de 1 mètre cube et de vérifier pour la dernière fois que ces produits-là contiennent du soufre pour une teneur inférieure à 1%. En résumé, ces produits seront détruits. Inch'Allah, ces produits seront détruits. Vous avez un délai je ne peux pas donner de délai, mais c'est un problème qui est suivi au quotidien par nos services. En rapport, bien sûr, avec Khondio, délai de 45 jours qui court depuis le mois de juillet. Khondio, on est presque au terme. Je vais vous dire quand même des raisons. Oui. On est même au terme pour être affirmatif. Je vais vous dire les raisons. Il y a quand même un glissement par rapport à la date. Mais il faut être réaliste. Pour Khondio, nous avons reçu des alertes. Nous avons fait un déplacement. Qu'est-ce qui se passe à Khondio? C'est ICS a mis en place un émissaire pas loin du village de Khondio pour déverser des produits dans la mer. Quand nous sommes allés, nous avons constaté effectivement l'existence de l'émissaire. Nous avons dit à ICS, qui nous avait dit à l'époque, que les produits déversés n'étaient pas toxiques. On ne peut pas s'arrêter sur ça. Nous avons dit aux ICS de nous prouver des preuves par des prélèvements que nous allons nous-mêmes contre-expertiser. Mais, quels que soient les résultats de ces prélèvements, nous avions décidé à l'époque de dire à ICS de délocaliser l'émissaire dans un endroit qui n'était pas habité, qui n'était pas peuplé. Les études ont été faites, l'évaluation des impenses a été réalisée par les autorités qui sont sur place avec les ICS. On s'est rendu compte qu'après avoir évalué les impenses, il faut comment dirais-je, dédommagé, mais ça a coïncidé avec la fin de l'hivernage, il y avait des récoltes à faire. Maintenant que ce problème est cerné, nous attendons la fin des récoltes. Quand même, on ne va pas passer par des plantations pour faire passer une route et rejoindre le nouveau émissaire, là où le nouveau émissaire devait s'installer. Nous attendons que les populations qui sont impactées par la route qui devait relier le nouveau émissaire, qu'ils récoltent ce qu'ils avaient déjà mis sous terre et
pour engager bien sûr l'action de délocalisation. Cette action est irréversible, et nous allons y arriver, Inch'Allah. Le jury du dimanche reçoit Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous allons parler de l'autre aspect de la pollution, c'est la pollution automobile. Mais avant d'y arriver, j'aimerais bien qu'on écoute quand même cet auditeur qui vous a interpellé sur la question. Question concernant les centrales, c'est-à-dire qui émettent plus de CO2, donc les émissions carbone par exemple. Et vraiment, comme par exemple les centrales de Bargny, vous avez vu la centrale à charbon, ça cause plus d'impact négatif que d'impact positif par rapport à la société. Et comment faire pour éradiquer tout ça? Quelles sont les solutions à apporter par rapport à ça? Et la deuxième question concernant la politique environnementale. On veut plus d'éclaircissements et plus d'informations par rapport à ça et quelles sont les initiatives qui ont été prises pour ces années à venir, c'est-à-dire au long du second mandat du président Macky Sall. Sur la deuxième question, on en a quand même parlé. On avait déjà répondu. CO2. L'émission de CO2, il y a deux leviers sur lesquels il faut actionner pour réduire ce qu'on appelle l'impact du CO2 sur les changements climatiques. Premier levier, c'est quoi? C'est la séquestration du carbone. La séquestration du carbone se fait à travers les arbres, à travers le reboisement. J'ai dit tantôt dans le défi de Bonn, il y a un objectif avec les 350 millions d'hectares reboisés. Il y a un objectif qui est visé, c'est de séquestrer 1,7 gigatonnes de carbone par an. C'est 1 gigatonne, c'est 10 puissance 9. C'est 1 milliard de tonnes de carbone séquestrées à travers les actions de reboisement. L'autre levier, c'est de réduire de manière drastique l'émission du CO2 à travers, bien sûr, les industries, mais également à travers le transport. On en a parlé tout à l'heure. Et je pense que nous y travaillons au quotidien pour faire de sorte que, de l'autre côté, on arrive à séquestrer le maximum de CO2. De l'autre côté, on réduit de manière drastique la pollution industrielle et la pollution automobile. Faut-il laisser justement la pollution automobile nous tuer à petit feu? Oui, mais Mamoudou, la réponse elle est évidente. Oui. On ne va pas laisser la pollution automobile nous tuer à petit feu. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, le BRT est un projet écologique. Oui. La deuxième chose, des actions sont en cours. Nous avons échangé avec des prestataires qui aujourd'hui nous disent qu'ils ont des outils et des technologies à mettre à la disposition du ministère de l'Environnement et du ministère du Transport pour faire en sorte qu'on réduit l'émission du CO2 à partir des véhicules, que ce soit des véhicules de transport en commun, que ce soit des véhicules, comment dirais-je, personnels. Cela en faisant quoi? En réduisant de manière drastique la consommation. Parce que l'émission du CO2 est intimement liée au niveau de consommation du gasoil. Donc en réduisant avec des systèmes géolocalisés, en réduisant la consommation, par ricochet, on arrive à réduire de manière considérable ce qu'on appelle l'émission de CO2. Comment réduire la consommation alors que les véhicules... Réduire la consommation, il y a des outils, oui. Il y a des outils, il y a des équipements oui. qu'il faut installer dans les véhicules. Et je pense que nous allons procéder très prochainement, en rapport bien sûr avec le ministère en charge du transport et l'entreprise en question, tester sur les véhicules de transport, tester sur des véhicules personnels. Nous allons prendre un échantillon pour voir quel est le comportement de ces véhicules. Et nous avons le retour d'informations parce que ces procédés existent dans d'autres pays, tels que, je pense que ce procédé existe à Kigali, au Rwanda. On arrive à réduire presque de 30 à 40% l'émission de CO2 à travers ces appareils qui seront installés bien sûr sur des véhicules. Mais des véhicules qui entrent en masse dans le pays. Je fais allusion à leur âge qui a été augmenté, qui est passé de 5 à 8 ans. Peut-être que vous n'êtes pas le ministre de tutelle, mais c'est une réalité aussi. Je pense qu'il faut... Il n'y a pas des actions combinées qu'il faut mener au niveau gouvernemental. Mamoudou, et bien sûr, il y a des actions qu'il faut combiner. Il y a une demande d'un côté, il y a des besoins de régler des questions
environnementale de l'autre. Il faut trouver le juste milieu pour que nous puissions non seulement préserver notre environnement, mais permettre également, comme le veut son Excellence le Président de la République, nos concitoyens qui sont en dehors du pays, qui veulent revenir avec leurs véhicules pour qu'ils puissent le faire, et ceux aussi qui amènent des véhicules au niveau du Sénégal. On va rester sur les 8 ans. Je pense que cette question, le ministre du Transport est beaucoup plus à l'aise pour répondre à cette question-là. Vous participez quand même aux réunions du Conseil des ministres. Est-ce que le sujet a été évoqué? Cette question a été évoquée, mais est en train d'être traitée au niveau du ministère sectoriel. Pour une réduction de l'âge des véhicules. Cette question est en train d'être traitée au niveau du ministère sectoriel. Très bien. Alors, il y a aussi l'autre défi, c'est l'application de la loi sur le plastique. Pourquoi ça coince? Je voudrais d'abord, Mamoudou, dire quels sont les effets de la pollution plastique sur notre environnement. Premièrement, c'est des effets sur l'agriculture. Deuxièmement, c'est des effets sur l'élevage. Les animaux meurent en très grande quantité en ingurgitant ces sachets plastiques. Oui. Deuxièmement, c'est la population de plastique aujourd'hui qui se trouve à l'intérieur, au fond, dans les fonds marins. Je suis curieux de savoir combien on en a. D'ici quelques temps, le nombre de plastique dans les mers dépasserait le nombre de poissons. Et ça, c'est alarmant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. À l'échelle de combien de, mais je veux millions, voire de milliards. Bien sûr, je veux dire que ça non seulement ça a des impacts négatifs sur les populations, les mammifères qui sont à l'intérieur, les poissons, mais également ça a des répercussions sur la santé de l'homme. Parce que ces poissons qui consomment ces plastiques, des particules sont transférées dans ces poissons. Et quand nous les consommons, ces particules sont également transférées dans nos organismes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est important de lutter contre ce péril, que je qualifie de péril plastique, pour non seulement préserver nos sols, pour l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, les inondations, il y a une très grande part de responsabilité des sachets plastiques qui bouchent les voies de circulation de l'eau. Vous prenez l'élevage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, autant de raisons qui nous poussent à faire en sorte que nous nous débarrassions de manière irréversible. Vous avez du mal à appliquer la loi. Je vais vous dire par rapport à l'application de la loi. Vous parlez de la loi 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'introduction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques. Le périmètre d'application de cette loi, avant de venir sur les actions entreprises... Je vous rappelle qu'on a d'autres thèmes aussi à aborder. Oui, on va y aller, Mamoudou, on va y arriver. Mais laissez-moi quand même le temps d'évoquer cette question qui est une question centrale, qui est aujourd'hui traitée par notre département ministériel. Oui. Les plastiques qui sont visés, c'est trois caractéristiques. Il faut qu'ils soient en polyéthylène, matière. Il faut qu'ils soient inférieurs à 30 microns. Il faut qu'ils soient pourvus de bretelles, c'est-à-dire diapoucaï. Mais si vous prenez aujourd'hui ces plastiques qui sont concernés, ils représentent presque rien par rapport aux plastiques qui polluent. Ceux qui polluent le plus, ce sont les gobelets en plastique, ce sont les sachets d'eau, ce sont d'autres, les pailles, d'autres. Oui, parce qu'il y a des industries qui fabriquent ou parce qu'on en importe. Mamoudou, nous sommes en train de modifier, de proposer une modification de la loi pour étendre le périmètre d'interdiction des sachets plastiques à usage unique. Donc cette loi doit être révisée. Cette loi Elle doit n'avait être pas tenu compte de toute la dimension du la péril. dimension du péril. Oui. Donc cette loi, Inch'Allah, sera révisée sous peu et nous permettra d'avoir des coups de franche pour lutter efficacement contre le péril. Mamoudou, nous avons... Et pour l'existant. Pour l'existant. Oui. Nous avons d'abord, dans un premier temps, fait une campagne d'information et de sensibilisation en direction des populations. Ouais. Parce qu'il faut quand même faire une couche supplémentaire. Nous avons fait cette couche. Deuxièmement, nous avons rencontré les syndicats, les importateurs, les commerçants pour échanger avec eux sur la question.
Nous avons rencontré les autres acteurs, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et du Budget, le ministère du Commerce, pour échanger, parce qu'en fait, pour appliquer cette loi, il y a quand même la collaboration de l'ensemble des parties prenantes pour prendre en charge efficacement cette question. La deuxième chose, nous avons également réuni les forces de défense et de sécurité pour faire une séance d'information par rapport à la loi. Sensibilisation, information par rapport à la loi. Où est la sanction aussi? Des opérations coup de poing. Oui, Mamoudou, oui. les opérations coup de poing ont été réalisées. Oui. Je pense que c'est le 4 et le 5 du mois d'août, la veille de la Tabaski. Nous avons pu, en rapport avec le ministère le ministère du Commerce, les agents du ministère de la direction du commerce intérieur, en rapport avec la brigade de l'environnement, nous avons pu saisir, bien sûr, 52 420 sachets. Nous sommes en train de poursuivre, mais nous mettons aujourd'hui la priorité sur l'extension du périmètre d'interdiction de ces plastiques. Il faudra réviser la loi. D'autant plus l'objectif, c'est d'arriver à zéro déchet. Exact. Il faut arriver à zéro déchet. Et aujourd'hui, quand on regarde les déchets de manière générale, le plastique représente presque à peu près plus de 60%. Donc il faut, pour régler cette question, il faut lutter efficacement contre ce péril plastique. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Qui est-ce qu'on a en face de nous en parlant de ces déchets plastiques? Un ministre qui est convaincu qu'il arrivera à vaincre le péril ou qui pense que le combat est perdu d'avance? Un ministre qui a l'intime conviction qu'on peut vaincre le péril plastique. Un ministre qui a l'intime conviction qu'une loi doit être appliquée. Le Rwanda y est arrivé. Le Rwanda y est arrivé. Le Sénégal est là en train de... Et le Sénégal est là en train de tergiverser. La Mauritanie a même révisé des lois alors qu'il faut passer à l'action. Mamoudou, je vous garantis que la loi sera révisée. La deuxième chose, cette loi existante sera appliquée et la prochaine loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Parce que Mamoudou, quand vous approchez les grandes villes... C'est un discours qui n'est pas nouveau. Quand vous rapprochez d'une grande ville, ce qui vous alerte, c'est quoi? C'est l'étendue des plastiques un peu partout. Absolument. Mais ça, sur le plan de la pollution visuelle, c'est inacceptable. Très bien, on vous prend au mot, on verra la suite. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, est l'invité du jury du dimanche. On va évoquer un autre aspect relatif à votre compétence en tant que ministre avant d'arriver aux questions politiques. L'enquête sur le drame de l'île aux Serpents, il y a eu des morts au mois de septembre dernier, une pirogue qui a chaviré, officiellement 4 morts. Où en est cette enquête-là? Merci Mamoudou. Je me permettrai d'abord de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos compatriotes disparus le jour de ce drame, mais également saluer le geste de son Excellence le Président de la République qui a aussitôt informé, a fait le déplacement avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, le ministre de la Pêche, etc., avec des autorités pour venir s'enquérir de la situation. Mamoudou, je voudrais rappeler que cet événement douloureux a frappé notre pays le 16 septembre 2019, après bien sûr le chavirement de la pirogue aux abords de ce qu'il convient d'appeler le PNIM, le Parc national des îles de la Madeleine. Ouais. Ce jour-là, effectivement, 4 personnes ont perdu la vie. L'enquête? L'enquête, comme je le disais tout à l'heure, l'événement est survenu le 16 par lettre numéro 137 du 20 septembre. 3 jours après, nous avons demandé à diligenter une enquête administrative. Le jeudi dernier, j'ai reçu le rapport. Le rapport est entre mes mains.
depuis ce jeudi, je pense c'est le jeudi 31 octobre, j'ai à ma possession le rapport par rapport à l'enquête administrative. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Mamoudou, je dois d'abord exploiter ce rapport dans un premier temps. Deuxièmement, je dois le transmettre à ma hiérarchie avant de mettre ce rapport à la disposition du président de la République. Avant qu'il ne soit rendu public. Le président va recevoir le rapport. Le président va recevoir le rapport avant que ce rapport ne soit rendu public. Peut-on s'attendre à des sanctions au besoin? Je vous dis, Mamoudou, je suis en train d'exploiter le rapport. Je l'ai reçu le jeudi. Je pense qu'il n'y a que la journée d'hier qui nous sépare de la date de réception de ce rapport. Attendons d'abord de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport avant d'aller dans des considérations telles que des sanctions. Toute proportion gardée, ce chavirement de la pirogue le 16 septembre nous a replongé dans un peu le souvenir douloureux du bateau le Diola. Est-ce que pour ce coup-ci, cette fois-ci, des sanctions vont être prises? Encore une fois, Mamoudou, je dis que j'attends d'abord de prendre connaissance et d'analyser, d'exploiter ce document avant de me prononcer sur une éventuelle sanction. Il nous reste 5 à 7 minutes. Je vous invite à prendre votre casquette politique puisque vous êtes le coordonnateur de l'APR à Pikine. Vous êtes également le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbao. Question politique, l'opposition estime que vous êtes en train de manœuvrer pour installer dans la tête des Sénégalais l'idée d'un troisième mandat pour le président Macky Sall. Mamoudou, c'est l'opposition qui est en train de manipuler pour installer dans la tête des Sénégalais un troisième mandat. Je pense on a entendu quand même des responsables de premier plan de votre parti en parler. Mamoudou, oui. Je pense que j'ai tweeté le 23 octobre à travers un tweet, j'ai répondu à cette question. À travers ma page Facebook, j'ai également répondu à cette question. Ma position reste inchangée. Je pense que ce débat, pour moi, il est stérile, malsain et sans objet. Pour la raison simple. Nous ne pouvons pas, après à 7 mois de l'installation du président de la République, qui a été plébiscité, et qui a été élu de la manière la plus éloquente par ses concitoyens, parler de succession, de mandat, etc. Notre priorité est ailleurs. Nous ne pouvons pas aujourd'hui gérer l'agenda de l'opposition. Qu'est-ce qui justifie les sanctions? Je vais vous dire tout à l'heure. Oui. Mamoudou, notre priorité, c'est d'abord les 5 initiatives. Premièrement, la jeunesse Horizon 2035. Deuxièmement, l'économie sociale et solidaire. Troisièmement, société numérique inclusive. Quatrièmement, le PSE vert, nous en avons parlé. Et cinquièmement, le cap sur l'industrialisation. 3 programmes. Le programme Zéro Bidonville, le programme Zéro Déchet, le programme Ville Créative et 5 accès universels. Premièrement, eau, électricité. Eau, assainissement. Deuxièmement, électricité. Troisièmement, services sociaux de base. Quatrièmement, services de mobilité collective. On a parlé du BRT. Cinquièmement, le service sportif et culturel. Belle plaidoirie pour le 5-3-5, mais permettez-moi quand même de placer ma question. Oui, personne ne peut nous détourner de cet objectif-là. Et je vais vous dire, ma question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui justifie les sanctions contre ceux qui disent que le président n'a pas droit à un troisième mandat et que pour le moment, il y a un silence à l'encontre de ceux qui disent que le président va même briguer un troisième mandat dans votre propre camp? Mamoudou, je disais tout à l'heure, si des personnes qui sont dans le cabinet du président de la République n'ont pas compris quelles sont les priorités, ils ne méritent pas d'y rester. Y compris ceux qui disent qu'il a droit à un troisième mandat. Vous m'avez posé une question, vous m'avez posé une question, je réponds. D'accord, très bien. Des personnes qui sont
à côté du président, qui n'ont pas compris l'urgence pour les Sénégalais, qui n'ont pas compris les indications allant dans le sens du fast-track indiqué par le président pour régler ces questions, le 3-5-3, Oui. ne méritent pas, encore une fois, de rester à côté du président. Mamoudou, Oui. le président a été très patient avec notre futur, parce que je pense que c'est de lui qu'il s'agit, avec notre futur ex-camarade Moustapha Diakhaté. Moustapha s'est illustré depuis qu'il a quitté l'hémicycle. Futur ex, cela veut dire qu'il va même être... Je pense que s'il poursuit sa logique, il va quitter le parti. s'il poursuit il sa va être logique, exclu. s'il poursuit sa logique, Oui. je ne parle pas d'exclusion. S'il est, futur ex, ça veut dire quoi? non, s'il poursuit sa logique, Oui. il doit quitter le navire. Il doit La quitter paire. pour plusieurs raisons. Il doit quitter la paire. Parce que je pense que Vous allez le faire quitter. nous n'allons pas le faire quitter. Je dis Oui. que s'il tire les conséquences Très bien. de cette décision Oui. de l'enlever aux côtés du président, c'est de partir parce que moi j'estime que cette prétendue liberté qu'il met tout le temps en bandoulière n'existe pas. Très bien. Moustapha n'est pas libre. Moustapha n'a jamais été libre. Très bien. Et personne d'entre nous, Très Mamadou, n'est libre parce que nous appartenons à des sociétés, Ah oui. parce que nous appartenons à des ensembles, que ce soit des ensembles confrériques, religieux, associatifs. Très bien. Il y a des règles qui régissent ces groupes. Et quand on est en marge de ces règles, il y a naturellement l'autorité doit... La sanction contre ceux qui disent que le président n'a pas droit à un troisième mandat est-elle valable à l'encontre de ceux qui disent qu'il doit faire un troisième mandat? Je dis que ce n'est pas le débat. Le débat du mandat est un débat insensé et je ne reviens pas là-dessus. Que ce soit, quel que soit le bord, l'opposition, il est libre. C'est son rôle. C'est son rôle parce qu'ils ont quand même du temps. Nous n'avons pas de temps à débattre sur ces questions stériles. Encore une fois, Mamoudou, je pense que quand on est dans un groupe, je le disais tantôt, personne d'entre nous ne peut jouir de l'intégralité de ces degrés de liberté. Mamoudou, vous n'êtes pas libre. Moi, je ne suis pas libre. Personne n'est libre. Il faut quand même qu'on reste, qu'on sache raison garder, mais on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt pour brandir cette prétendue liberté, pour cracher du feu à ses alliés, à ses partenaires en longueur de journée. Alors, est-ce qu'il y a un projet du pouvoir d'emprisonnement de ses opposants, à l'exemple d'Ousmane Sonko? Je ne suis pas au courant de ces projets, Mamoudou. Pourquoi? Comment comprenez-vous ce débat? Que comment comprenez-vous ce sujet? C'est un sujet qui est agité par Ousmane Sonko qui nous a habitués à des sujets qui n'intéressent pas les Sénégalais. Ousmane nous a habitués à des contre-vérités. L'histoire des 94 milliards est là. Le court-métrage réalisé par El Hadj Diouf illustre à suffisance la responsabilité de Ousmane Sonko sur ce dossier. Je pense que Mamoudou, ces questions-là, pour moi, c'est des questions de l'opposition. Dernière chose, question au sein de votre parti, du côté de Mbao. Certains de vos camarades estiment que vous avez des relations tendues avec le maire. Vous avez même eu à déposer une plainte pour menace de mort et injures publiques. Vous êtes prêt à y aller jusqu'au bout? Mamoudou, je pense que ceux qui me suivent et ceux qui m'ont écouté ne m'ont jamais entendu prononcer, que ce soit en public ou en privé, le nom du maire. Mais si lui trouve d'intérêt à parler de moi en longueur de journée, il est libre. Moi, je ne peux pas me permettre, avec la responsabilité que j'ai, de passer tout mon temps à regarder ou à retourner derrière des gens qui me larguent des pierres en longueur de journée. Vous avez porté plainte contre ces jeunes. J'ai des choses beaucoup plus importantes. Oui, je vais y arriver. Oui. J'ai des choses, encore une fois, beaucoup plus importantes. J'ai une charge qui pèse sur mes épaules. Mon rôle et mon devoir, c'est de mériter la confiance du président de la République. Mériter sa confiance, c'est de travailler à l'atteinte des objectifs qui m'ont été fixés. Oui. Je n'ai pas le temps, encore une fois, je n'ai pas le temps de discuter
sur des questions de bas niveau. Oui. C'est pas mon Pourquoi genre et je ne serai pas. Pourquoi cette plainte et on termine dessus? Je vais vous expliquer. Mamadou, moi, je suis d'abord un citoyen sénégalais. Ouais. Quand des jeunes profèrent des menaces de mort, je pèse mes mots. Nous allons le décapiter. Nous allons le tuer. J'ai les captures d'écran. Je ne dis pas à l'endroit d'un ministre de la République, mais à l'endroit d'un citoyen ordinaire, d'un citoyen simple, pour ne pas dire ordinaire. Je pense que c'est inacceptable. Nous sommes dans un pays de droit. Les réseaux sociaux ne doivent pas être un espace de non-droit. On ne peut pas se cacher derrière son clavier et insulter en longueur de journée des honnêtes citoyens. Je pense que ce n'est pas seulement moi qui ai porté plainte pour la première fois. D'autres personnes ont eu maille avec la justice à cause de leur comportement irresponsable derrière leur clavier parce que je pense que ça, c'est inacceptable. Vous allez maintenir votre plainte? C'est pas parce que... Vous maintenez votre plainte? C'est pas parce que on fait de la politique, c'est pas parce qu'on occupe une position que les gens se permettent de vous insulter en longueur de journée, que les gens se permettent de vous menacer. Et je pense que sur ça, si c'était des choses à refaire, je vais le refaire. Moi, je pense qu'on peut faire de la politique dans le respect mutuel des uns et des autres. Et le plus important pour moi, c'est ça. Je veux juste un mot. Vous maintenez votre plainte? Bien sûr, je maintiens ma plainte. Très bien. Merci. Abdou Karim Sall, vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable. Vous êtes également coordonnateur de votre parti, l'APR, et de Benno Bokk Yakaar à Pikine et à Mbao plus exactement. Émission Le Jury du dimanche présentée par Mahmoud Ibra Kane. À la technique, Babacar Ibamar et toute l'équipe d'e-radio, d'e-TV. Les réseaux sociaux, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy. Le site Immédia SN se fera le plaisir de vous rendre compte de cette émission. Nous émettons depuis l'immeuble Bellibousso au point E, juste en face de l'IPRES. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.